notre invité, qui est Marco Capelli, maître de conférence HDR à l'Université Aix-Marseille et au laboratoire Parole et Langage. Et évidemment, il s'intéresse, évidemment, parce qu'on le connaît bien, nous, ici, membre d'Impec, et ses recherches s'intéressent aux échanges en ligne, à l'apprentissage des langues, à la formation de formateurs. Et aujourd'hui, il vient nous parler de culture d'usage et une perspective critique face à ces cultures d'usage. Voilà, je vais pas en dire plus et laisser la parole à Marco. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir d'être invité à parler un petit peu de son travail. Donc merci beaucoup. Et merci beaucoup à tout le monde d'être là en présence ou à distance. Ok, donc aujourd'hui, effectivement, je vais parler d'approche plutôt critique. Ce que je vais vous proposer, c'est de donc faire un petit peu d'abord une partie sur le contexte et sur ce que j'entends par positionnement critique à la suite, bien sûr, de d'auteurs qui ont beaucoup plus que moi réfléchi à la question. Je vais faire une deuxième partie concernant toute forme de médiation qui entre en jeu dans ce type de réflexion. Et la troisième partie va être plutôt tourner vers la pédagogie, tourner vers les applications aux télécollaborations mais j'espère en tout cas que ça puisse être inspirant pour d'autres pans aussi de la didactique des langues et des cultures. Et terminer avec quelques ouvertures. Je vais aussi peut-être juste dire que d'habitude, je ne fais pas des présentations de ce type. Je pense que je suis à ma troisième ou quatrième je sors un petit peu de ma zone de confort et je profite quand même de la liberté donnée par le cadre Intec pour faire quelques petites déviations par rapport à ce qui est attendu dans un contexte vraiment classiquement académique. Merci de m'en pardonner par rapport à ça. D'abord, le contexte et le positionnement critique. Le contexte est celui de la télécollaboration. Je parle de choses que la plupart d'entre vous connaissent déjà, mais quand on dit télécollaboration, on dit mettre en contact des populations d'étudiants qui sont géographiquement distantes. Ça peut être des télécollaborations bilatérales, voire parfois maintenant de plus en plus multilatérales. Et les objectifs qui sont autour de ces projets, c'est de développer des compétences de communication, des compétences interculturelles et des compétences liées à la littératie numérique. Il y a eu énormément de modèles, de formats de la télécollaboration. Vous en avez quelques-uns ici à l'écran. Les pionniers, c'est quand même Cultura entre l'MIT et Télécom Paris, le français en première ligne. Alors d'abord, c'était, je pense, Besançon et Australie, mais ensuite pas mal ici aussi à Lyon et à Grenoble. Le tandem, qui est celui qui a le plus, qui m'a le plus intéressé, etc. Donc voilà, ça c'est le contexte à partir duquel je propose cette réflexion. Deuxième élément d'introduction, la perspective critique. Donc, quand on parle de perspective critique, avec par exemple Simpson, on peut poser la question perspective critique pour qui, par qui et pourquoi. Donc, pour qui, l'idée des perspectives critiques, ce n'est pas forcément de se mettre sur un piédestal et de dire c'est ça qu'il faudrait faire dans la société. C'est plutôt essayer en tout cas dans ce que j'essaie de faire, de donner des éléments pour alimenter les débats dans la sphère publique, voire dans la communauté des didacticiens dans ce cas précis. Par qui? Donc, c'est fait par des personnes qui peuvent soit avoir certaines formes d'expertise, soit tout simplement être des personnes qui sont intéressées par les questions qui sont débattues. Donc, c'est le cas, par exemple, que vous avez dans des perspectives critiques dans des conventions citoyennes. Et pourquoi? Bah, l'idée, c'est toujours d'avoir aussi des retombées en termes d'action. Aussi, l'idée des perspectives critiques, c'est de reconnaître qu'il y a une multilatéralité des possibilités de formuler des critiques. Donc, il faut toujours être conscient de sa propre position quand on est en train de parler et de la rendre explicite pour mieux faire comprendre à ses interlocuteurs d'où l'on parle. Et que donc, ce serait complètement différent si je n'étais pas
quelqu'un qui est dans l'académie, qui a eu une éducation plutôt en Italie, qui a été formé aussi en France et qui est donc vraiment un produit, si on peut dire comme ça, de des cultures académiques éducatives d'Europe de l'Ouest. Et c'est très important pour ne pas faire devenir une perspective critique, pour ne pas essayer de l'installer comme une nouvelle hégémonie. Ça, c'est vraiment un des éléments très importants à retenir. Alors, pour caricaturer un petit peu Horkheim, l'idée qui vient donc de la prise en compte de la place qui n'est pas neutre de la voix critique au sein de la société, et d'autre part, de faire ce lien entre la théorie et la praxis, et en faire de la théorie un des éléments de la praxis. C'est-à-dire qu'à partir d'une praxis qui est située culturellement, historiquement, on va essayer d'élaborer des théories qui vont faire comprendre ce qui est en train de se passer dans cette praxis et que ces théories, de manière récursive, vont avoir un impact sur la praxis qui est mise en place, etc., etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de ne pas essayer de donner quelque chose comme ça peut être dans la philosophie critique kantienne. C'est ça qu'il faut faire et c'est indépendant de tout contexte historique. Au contraire, on insère la perspective critique dans le flux historique, comme ça a été fait par Horkheim ou en France par Castoriadis, par exemple. Et troisième élément qui était présent chez Horkheim avant l'exil américain, après ça a été beaucoup plus atténué, c'est donc, comme je le disais tout à l'heure, une visée praxéologique informée par un positionnement axiologique et donc la remise, le réinvestissement de la compréhension dans le cadre de l'action. Voilà, j'ai cité Horkheim, j'ai cité Castoriadis. Vous trouvez ces idées chez pas mal d'autres auteurs, bien sûr, mais voilà, c'est juste pour faire comprendre un petit peu. Et du coup, si je devais me positionner moi-même, le positionnement qui est le mien, c'est celui à l'intérieur du paradigme de l'autonomie. Autonomie telle qu'elle est définie au niveau de l'individu par Kant, d'abord, et au niveau des sociétés par Castoriadis. Qu'est-ce qu'on définit autonomie? L'autonomie est le fait de la part d'un individu ou d'un groupe de se donner ses propres règles de fonctionnement et de le faire non pas dans le vide, mais en tenant en compte les contraintes qui sont celles de l'environnement. Et donc les questions que je vais soulever par la suite, c'est est-ce que tel ou tel autre phénomène a une visée plutôt autonomisante ou est-ce que ça va être un phénomène qui relève plutôt d'une logique hétéronome, donc d'une régulation par une autre entité. Alors, pour une perspective critique sur ou pour les télécollaborations, bien sûr, je ne suis pas le premier qui essaye de faire ça. Pour citer quelques antécédents qui ont marqué un petit peu ce courant des recherches en télécollaboration, on peut citer d'abord Train, qui en 2006 voit la télécollaboration comme une manière possible de remettre en cause le format classe et pas mal d'idéologies qui peuvent être plus ou moins implicites, comme par exemple l'idéologie de la langue comme étant un ensemble de structures figées. Et au contraire, elle va proposer de voir la langue comme discours. Maintenant, je pense qu'on parlerait plutôt de languaging, en tenant compte de certaines définitions qui ont été plus récentes. Aussi du point de vue interculturel, essayer de ne pas aller dans des dynamiques d'altérisation ou de selfing, je ne sais pas comment le traduire ça en français, mais de se positionner à la recherche des différences pour dire l'autre il est comme ça, moi je suis comme ça, et de chercher que ces différences. Au contraire, l'idée c'est de comprendre comment les cultures sont des éléments d'abord sémiotiques, mais aussi plus largement axiologiques qui peuvent intervenir dans l'interaction et essayer de élaborer des stratégies pour comprendre du point de vue culturel, mais aussi sur d'autres plans, l'interlocuteur dans l'interaction. Et voilà, ce que je disais tout à l'heure, donc l'idée aussi que la télécollaboration permet de remettre un petit peu dans les mains des formateurs le formatage, j'aime pas trop le mot, de l'éducation, pour remettre en cause le format classe plutôt classique. Autre élément très important, c'est que la technologie ici va être considérée bien sûr comme un moyen pour mettre en contact les populations, mais ça va être aussi un élément qui va introduire des médiations sémiotiques. Et j'en parlerai tout à l'heure.
Hughes, en 2010, va reprendre un petit peu ces éléments et elle va les pousser un petit peu plus loin concernant les contraintes qui sont inscrites dans la technologie concernant, par exemple, la langue. C'est-à-dire que les choix qui sont faits par les développeurs dans le développement de certaines technologies vont avoir des impacts sur ce qui est possible d'exprimer ou pas. En 2010, par exemple, il y avait encore très peu de possibilités d'utiliser des systèmes d'écriture qui ne sont pas basés sur l'alphabet latin. Donc, qu'est-ce que des locuteurs grecs vont faire? Qu'est-ce que des locuteurs de langue arabe vont faire? Et ce qu'elle notait, c'était qu'il y avait tout un processus de créativité qui s'engageait, qui était très intéressant du point de vue de voir comment on peut contourner des blocages et faire des contraintes et des affordances pour s'exprimer quand même. Et en même temps, ces processus vont faire émerger des négociations qui, à leur tour, font émerger des questions de pouvoir et d'identité dans le cadre de ces usages un peu créatifs des technologies. Donc voilà, mon but est de continuer un petit peu dans cette perspective et plus spécifiquement, ce que je vais essayer de faire, c'est d'introduire ou réintroduire dans certains cas les dimensions socio-économiques dans la prise en compte de comment les technologies peuvent être introduites dans les télécollaborations et plus largement en éducation. Pour le dire autrement, il s'agit d'aller à l'encontre du processus de normalisation tel qu'il est défini par Bax. Il s'agit de dénormaliser, de rendre opaque, dirait notre ami Marcel, des aspects des technologies. Et surtout aussi, ensuite, il ne s'agit pas juste de dénoncer, mais aussi d'ouvrir des possibles de l'action. Cela m'amène à parler donc des médiations. Et le point de départ pour moi, en tant que vygotskien, est donc la pensée de Lev Vygotsky et sa méthode génétique dans Pensée et langage, qui est un livre que si vous n'avez pas lu, il faut absolument lire un jour dans votre vie. Il y a 3 niveaux pour Vygotsky du développement chez les êtres humains, et on va avoir une influence de ces 3 niveaux dans le développement de chaque individu. Le premier niveau est le niveau phylogénétique, donc le niveau de l'espèce. Comment l'espèce humaine a évolué et quelles sont les différences par rapport à d'autres espèces d'animaux. Le deuxième niveau est celui socioculturel, donc comment chaque société va évoluer et va créer ses propres, alors Castoriadis sur le cœur dirait institutions, et ses propres manières de faire du sens en société. Et le troisième niveau, qui était celui qui concernait Vygotsky, est celui de l'individu et du développement qu'il va appeler ontogénétique. Donc, comment, au cours de sa vie, on va développer différentes fonctions de cognition. Et ce que Vygotsky reprend à Marx va être une vision qui n'est pas seulement d'un développement incrémental, donc ajouter qualitativement les mêmes choses, mais aussi avoir des fois des phases de révolution, où l'introduction d'une nouvelle fonction cognitive va complètement bouleverser le fonctionnement cognitif. Ça a été le cas, par exemple, qui a été étudié par Brunner de l'ontogénèse de la fonction de la communication chez l'enfant à partir des actions par le bras pour essayer d'attraper quelque chose, qui deviennent ensuite des dictiques, qui deviennent ensuite des formes de communication avec l'entourage pour l'enfant. Donc, dans ce cadre-là, on peut se poser la question, quelles sont les médiations qui vont être introduites? Alors, pas sur le plan phylogénétique, hein, on n'a pas un cerveau biologiquement différent grâce ou à cause des technologies, mais sur le plan socioculturel et sur le plan ontogénétique, de la part des technologies numériques notamment, que ce soit ordinateur portable, et surtout, je vais m'intéresser ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Il y a différentes strates de médiation technologique qui sont introduites, il y a une large littérature là-dessus. D'abord avec, par exemple, Kern, qui est un auteur bien connu à Impact. On peut noter qu'il y a des modes sémiotiques qui vont être introduits et que la combinaison, la multimodalité de la communication dans ces environnements va introduire certaines formes de médiation. Donc, est-ce qu'on a du texte? Est-ce qu'on a du pictographique? Est-ce qu'on a du langage oral? Est-ce qu'on a des combinaisons, etc., etc. Donc tout ça, bien sûr, on a une large littérature là-dessus. Se pose aussi la question des modalités de relations interpersonnelles. Donc, en fonction de l'interface du média social que vous utilisez, vous allez avoir des relations qui sont différentes, qui peuvent être plus ou moins égalitaires et horizontales, qui peuvent être parfois plutôt
dissymétriques. Donc, l'amitié sur Facebook, typiquement, quand quelqu'un vous accepte comme ami, vous devenez amis mutuellement. Quand vous suivez quelqu'un sur X, ancien Twitter, vous n'allez pas forcément être suivi en arrière. Aussi le caractère public de tout ça. Est-ce que j'envoie quelque chose, je communique de manière publique ou est-ce que je le fais avec des messages plutôt privés, etc., etc. Et dernière chose qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, la question des cultures d'usage. Donc les cultures of use qui ont été définies par Steve Thorne en 2003 dans cet article qui est dans Language Learning and Technology. En gros, il s'était intéressé avec Claire Cranch à une télécollaboration, je pense que c'était avec une université française, mais je ne saurais pas dire laquelle. Et l'idée, c'était de voir comment les étudiants allaient choisir certaines formes de communication plutôt que d'autres en fonction de la représentation qu'ils avaient des relations interpersonnelles qu'on établit par ces modes-là. Donc concrètement, les formateurs avaient demandé d'interagir par email, mais l'email était perçu comme une forme très verticale de interaction que l'on utilise par les étudiants, je veux dire. Les étudiants percevaient ça comme une forme verticale et ils disaient, j'utilise mes emails quand je parle avec mes profs, je ne vais pas les utiliser pour parler avec un autre étudiant de l'autre côté de l'Atlantique. Et du coup, ils avaient basculé sur plutôt des chats. Donc Thorne, avec ses concepts de culture d'usage, il va créer un concept descriptif qui, de manière syncrétique, va combiner le choix des environnements de communication médiatisée par ordinateur, les genres discursifs que l'on peut produire ou reproduire dans ces environnements, et les types de relations interpersonnelles qui sont associées. Là, c'était une relation d'univoque. Bien sûr, ça peut être plus complexe que ça. Ce même concept, je l'ai moi-même exploré un petit peu d'un point de vue pédagogique, pour en faire un instrument d'ingénierie pédagogique. Comment est-ce qu'on peut essayer de utiliser ou de manipuler ou de instrumenter des cultures d'usage pour en faire des leviers pour l'apprentissage. Donc là, vous avez un ouvrage que j'avais coédité avec Tim Lewis et Annick Revens-Montpéan qui justement explorait un petit peu comment les technologies du Web 2.0 pouvaient être utilisées pour le développement de l'autonomie de l'apprenant. Et de mon côté, ce qu'on avait regardé, c'était avec des collègues, une lilloise et une de l'UNESP au Brésil, on avait regardé comment la métacognition sur des blogs collectifs, enfin la verbalisation de la métacognition pour être précis, pouvait être infléchie pour d'un point de vue pédagogique. Donc on avait vu que en mettant en place un blog collectif et non pas un journal de bord individuel dans le cadre d'un télétandem, on voyait émerger des éléments qui ressemblaient à des choses plutôt que l'on trouve dans des réseaux sociaux. Par exemple, la mise en avant des photos personnelles dans la phase de présentation. On avait aussi l'introduction de mèmes dans la réflexion et des commentaires aussi, des commentaires avec une très forte présence sociale qui était présente, comme ceux que vous avez ici à l'écran. Donc, d'un point de vue pédagogique, on a fait l'hypothèse qu'il s'agissait d'un transfert de culture d'usage de réseaux sociaux comme Facebook vers les blogs collectifs. On avait plus d'échanges, plus de présence sociale et avec des retombées sur la présence cognitive, plus de développement langagier, donc tout va bien, on est dans le meilleur des mondes. Et c'est là que vers 2017-18, je me suis mis un petit peu en pause pour essayer, en lisant complètement par hasard d'autres formes de littérature qui m'ont fait porter un regard différent sur ce type de dispositif. Alors, si on se met en pause et si on essaye de réfléchir sur les intérêts socio-économiques qui peuvent être inscrits dans les technologies, et juste une petite parenthèse, la dimension des intérêts socio-économiques ou strictement économiques des développeurs de plateformes, elle est mentionnée très souvent. Je pense que Kern l'a mentionné dans sa pédagogie relationnelle. Elle est sûrement présente dans les multilittératies du New London Group. Mais en tout cas, en didactique des langues et en télécollaboration, je n'ai presque jamais vu vraiment explorer cette dimension. Donc, d'où le besoin pour moi d'essayer de creuser un petit peu et de ne pas juste le mettre là et dire on le sait et après on fait son truc, mais d'essayer de l'intégrer vraiment à l'intérieur du dispositif pédagogique. Et la première chose, c'est à introduire, donc toujours en termes de médiation et régulation, c'est la question de la régulation d'un point de vue vygotskien.
Donc, chez Vygotsky, par exemple, l'introduction du langage est vue comme d'abord un instrument d'hétérorégulation. L'entourage social va réguler l'enfant, entre autres à travers le langage, et l'enfant va intérioriser ce langage pour qu'il devienne un instrument de régulation de plus en plus intériorisé jusqu'à l'autorégulation. Et donc, le langage va devenir une manière de réguler le monde par la nomination, mais aussi l'action par donc la pensée verbale. Les instruments technologiques, ils sont toujours à remettre dans ce cadre-là. Est-ce qu'ils sont là pour notre autorégulation? Est-ce qu'ils vont parfois nous hétéroréguler? Et si vous voulez un exemple assez classique, les notifications sonores. Tout à l'heure, quand il y avait quelqu'un qui arrivait en salle d'attente, je suis sûr que tout le monde regardait vers l'interface pour voir qu'est-ce qui se passait. Donc là, vous avez une forme classique de hétérorégulation par la technologie de votre cognition et de votre perception. Deuxième élément, alors désolé, là j'enfonce les portes ouvertes, tout le monde le sait, mais quand même, l'économie de l'attention. Donc, comment est-ce que le fait d'attirer l'attention va permettre de générer des revenus financiers et économiques? Ce n'est pas du tout nouveau. Là, vous avez une affiche publicitaire de Toulouse-Lautrec, donc on est bien avant l'arrivée du numérique, mais quand même avec le numérique, on va apparaître des nouvelles formes de cette économie de l'attention. D'abord par la présence des big data, le fait qu'on peut recueillir des quantités colossales de données qui peuvent ensuite être utilisées pour dégager des profils qui sont utilisés dans la plupart des cas pour des fins publicitaires. Et dans certains cas aussi pour des questions je mets beaucoup les guillemets de sécurité et de surveillance plutôt, il faudrait dire. Deuxième chose, la question de l'engagement et de l'interactivité. Par tout ce que l'on peut faire, voir, cliquer sur Internet, on génère davantage de big data. Et la question tout l'enjeu pour des plateformes commerciales va être de générer davantage d'engagement pour que les personnes restent le plus possible sur leur plateforme ou pour que l'on puisse recueillir le plus de données, même à travers les différents sites avec, par exemple, les cookies tiers. Donc là, il s'agit de faire des liens sociaux, des désirs et des recommandations, des leviers pour recueillir des données. Et alors ça, c'est une image que moi j'adore, que j'ai trouvée une fois sur Facebook, parce que c'est tout le paradoxe qu'il y a sur les réseaux sociaux. Donc ici, vous avez une pub d'Ampule. Tout ce que je veux pour Noël, c'est les moyens de production. Donc référence bien sûr à l'analyse marxiste de l'économie où les personnes qui possèdent les moyens de production vont exploiter ces moyens de production et le travail des personnes pour générer de la plus-value et faire du profit. Et là, vous avez ça sur Facebook avec l'engagement qui est généré par les commentaires que vous avez sur la droite et le discours qui va être de empowerment, de agentivité, de augmentation de l'émancipation, qui va être réintroduit dans le mécanisme, au contraire, d'assujettissement économique par donc la plateforme Facebook. Donc là, c'était un des paradoxes que j'aime bien citer d'habitude. Tout ça, l'idée, c'est aussi de pouvoir le générer avec ce qu'on a appelé le design persuasif, c'est-à-dire des fonctionnalités qui seraient là pour induire certaines formes d'usage et en plus accompagnées par des formes de narration qui parlent plutôt de comment ces médias sociaux peuvent promouvoir des valeurs comme la démocratie, comme l'empowerment, etc. Et vous avez eu vraiment l'apogée de ce type de discours avec 2011 et l'usage qui a été fait des plateformes comme Twitter et en moindre mesure Facebook dans ce qu'on a appelé le printemps arabe. Pour contrer quand même ces discours, il y a eu alors au-delà des réseaux d'information, enfin des informations comme celle de Snowden, vous avez des personnes qui sont plutôt en philosophie pour Bernard Harcourt ou en droit pour Franck Pasquale, qui ont montré comment en fait ces narratives, il faut les contrebalancer en montrant comment les GAFAM ou ceux que vous voulez mettre à leur place créent une forme de transparence pour les usagers. Donc on devient de plus en plus transparent par le fait d'utiliser
ces services en ligne, et en même temps d'opacité, là c'est plutôt Pasquale qui a réfléchi sur ça, sur le fonctionnement de ces plateformes. Et vous avez sûrement entendu ce dicton, que si vous ne payez pas pour un service, parce qu'en fait le produit c'est vous. Ok, ça j'étais, on va dire, vers 2019-2020. Et du coup, la question que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est tous des corbeaux qui, pour faire entendre enfin, exposer son ramage, vont lâcher leur fromage de données personnelles et qui vont se faire avoir. Euh, j'ai beaucoup discuté avec pas mal de gens dans les sphères académiques, mais aussi avec des copains, enfin des gens que je pourrais croiser. Et l'une des meilleures réponses à cette vision qui est très orientée et probablement, enfin sûrement pas exhaustive de la complexité, est cet ouvrage d'Hugo Mercier euh, qui s'appelle donc On n'est pas né hier, qui traite de la crédulité, gullibility, dans l'ouvrage, et qui montre qu'en fait, c'est extrêmement difficile. Les expériences que l'on fait, que l'on mène en sciences cognitives, montrent que c'est extrêmement difficile de convaincre quelqu'un de quelque chose qu'il ne pense pas déjà. Et que donc, il serait extrêmement improbable que l'on soit qu'on se fasse avoir, pour le dire un petit peu mal, comme le corbeau avec le renard, dans le cadre de l'usage des médias sociaux. Il ne faut pas voir ça seulement de cette manière-là. Et qu'il y a probablement d'autres éléments qui vont être introduits dans l'équation. Le premier, pour revenir encore une fois sur la course, c'est le fait que cette industrie, elle est construite sur nos désirs. Donc, elle offre une réponse à certains désirs comme la sociabilité, qui sont des désirs qui préexistent l'existence de ces plateformes. L'autre chose qui a été mise en lumière par différentes recherches, dont ce groupe de chercheurs italiens ou un Cordier en France, est que quand on s'intéresse un petit peu à l'expérience d'usage de la part des usagers, on voit qu'il y a une forte dimension stratégique. Les personnes vont élaborer des stratégies sur ce qu'ils vont montrer ou pas, sur ce qu'ils vont cliquer ou pas, et que donc on n'est pas juste complètement transparent comme le laisse penser certaines analyses. Cela étant, on a vu quand même l'émergence de cette culture d'usage liée au Web 2.0 où on affiche des pans entiers, enfin, en tout cas, les usagers de ces plateformes très souvent affichent des pans entiers concernant leur vie privée. Il y a eu des analyses là-dessus, par exemple, dans cet ouvrage qui, lui, n'a pas été traduit. Le premier, là, sur Drusiana, et les autres, a été traduit en anglais. Où on voit comment on a l'émergence des processus d'extimité, on les a appelés par ailleurs, donc de mise en scène de soi dans ces environnements, et comment cela a aussi généré des formes de compétition pour la reconnaissance. Donc, notamment implémenté dans les plateformes par tout ce qui est métrique et mesure de l'impact social, entre guillemets, que l'on a en termes de likes, en termes de retweets, en termes de ce que vous voulez. Et Raphaël Alberto Ventura, il montre dans son ouvrage comment vraiment ça devient une compétition, voire une guerre de tout le monde contre tout le monde pour arriver à être le plus visible que les autres ou au moins ne pas être moins visible que les autres. Alors, ça, c'est l'un des éléments les plus problématiques. Le deuxième, qui a été mis en lumière par Sherry Turkle, c'est que de plus en plus, on va aussi avoir tendance à déléguer, voire à attendre des technologies qui remplissent des fonctions sociales. Et donc, si je veux trouver une copine, je ne vais pas aller dans un bar à l'ancienne, je vais aller sur Tinder. Si je veux trouver des personnes qui s'occupent de mon père qui devient vieux et qui a besoin d'assistance, je ne vais pas chercher à dégager du temps pour le faire, je vais trouver des robots qui vont le faire à ma place, etc., etc. Donc ça, c'est aussi le fait de voir comment tous ces éléments
ensuite prennent aussi de l'ampleur avec ce qu'on appelle l'effet rebond. Donc, le fait que dès que quelque chose devient pratique à utiliser, ben, son usage, il explose. Vous l'avez dans pas mal de technologies. C'est le cas, par exemple, des voitures. Dès que la voiture a été plus accessible, ça a fait exploser l'usage de la voiture et ça a créé ensuite ce que un groupe d'hackers italiens qui s'appelle Hippolyta appelle des esattamenti. C'est une métaphore empruntée à la biologie. C'est une fonction qui émerge dans l'évolution biologique d'une espèce et qui devient ensuite essentielle. C'est le cas par exemple des plumes chez les dinosaures qui les ont fait devenir des volatiles. Ici, ce serait, par exemple, alors pour les voitures, c'est le fait que vous avez des centres commerciaux qui sont en banlieue des villes et que l'on ne pourrait même pas concevoir si on n'avait pas des moyens motorisés de locomotion. Pour nous, sur le discours sur ces technologies, la question qui se pose, c'est celle de l'identité et de la sociabilité. Est-ce qu'il peut encore exister une sociabilité en dehors ou indépendante ou excluant l'usage de ces plateformes. Voilà. Et donc là, j'arrête la pause, je remets la casquette de pédagogue didacticien et on va parler donc de ces cultures d'usage critique. Alors, la première chose à comprendre, c'est d'être conscient que toutes des fonctions, des dynamiques plutôt essentielles pour la vie humaine, comme l'identité, comme la sociabilité, comme le désir, comme la volonté de connaître, ils peuvent être, ces dynamiques peuvent trouver des solutions, je mets des guillemets, dans des propositions technologiques que l'on peut trouver autour de nous. Donc, des applications, etc., etc. Alors, avec une des citations que j'adore, ça vient de Duchamp, Marcel Duchamp, qui disait qu'il n'y a pas de solution parce qu'il n'y a pas de problème. Là, je pense qu'on est un peu dans ce cas aussi. Il n'y a pas vraiment de solution technologique si on pense qu'il n'y avait pas de problème à la base. L'autre chose à garder en tête, c'est que surtout, ces solutions, c'est des solutions pour générer des revenus de la part des développeurs, des entreprises qui proposent ces solutions, encore une fois avec des guillemets, dans le public. Donc, il y a ce côté rentabilisation de dynamiques qui sont à la base de l'humanité, de nous en tant qu'êtres humains, mais il y a aussi le fait qu'elles vont changer. Avec Brunner, qui s'était intéressé à comment la culture donne forme à l'esprit, il avait même donné le titre à un ouvrage, ben, ces technologies, elles vont plasmer, ça se dit en français? Plasmer, non? Plasme, non. Vont donner une forme, en anglais, j'aurais dit shape, vont vraiment influencer la réalisation de ces dynamiques. Donc, elles ne sont pas neutres. C'est là qu'encore une fois, la question de la médiation revient de manière très importante, alors qu'on l'oublie un petit peu trop souvent. Et donc, est-ce que tu es en train de me dire que toutes les plateformes du Web 2.0 ne sont que des méchants qui font des sous sur notre dos, pour reprendre une forme de même que vous connaissez sans doute? Non, bien sûr, c'est beaucoup plus complexe que cela. Dans un ouvrage sur les technologies numériques et les théories démocratiques, on a pu voir comment ces plateformes comme Facebook ont joué un rôle majeur, non seulement dans des mouvements comme le printemps arabe, qui, pour ma modeste opinion, avait aussi des enjeux géopolitiques derrière, et ce n'était pas juste les plateformes qui ont permis d'avoir ces coups d'État, mais aussi pour des mouvements comme Black Lives Matter ou autres qui vraiment permettent de rendre visible dans la sphère publique des éléments extrêmement problématiques. Donc l'idée pour moi, ce n'est pas de dire c'est que des gros méchants, c'est beaucoup plus complexe bien sûr. Mais d'un point de vue pédagogique, l'idée c'est quand même de poser la question, quelle est la part d'autonomisation des individus et des groupes de la part de ces technologies et quelle est la part de hétéronomisation? Donc, comment est-ce que on utilise ces technologies pour augmenter notre possibilité d'agir sur soi et sur le monde avec d'autres, mais aussi comment, et jusqu'à quel point, il y a une force hétéronome qui va
nous réguler dans ces usages. Et pour les cultures d'usage critique, donc l'idée est de développer des connaissances d'abord sur 3 niveaux. Celui des dynamiques socio-économiques et psychosociales inscrites dans les technologies utilisées. Donc l'idée c'est de rendre visible, comme le faisait Warhol dans ce tableau, que les discours d'émancipation peuvent devenir à leur tour des leviers pour aliéner des usagers. Et donc tout ce que je suis en train de raconter là dans la pause, c'était exactement ça. C'était rendre évidente, rendre visible ces dynamiques. Deuxième chose aussi, et souriez, l'image, c'est notre photo. Ça, c'est la page du site Impec. Donc, c'est de rendre, d'accroître les connaissances sur le fonctionnement du web, sur les pages web et des technologies qui sont utilisées pour le recueil des données et le profilage. Donc là, il y a quelque chose en termes vraiment de compétences informatiques qui est nécessaire pour savoir qu'est-ce qu'un cookie, comment on peut le trouver, comment éventuellement on peut le bloquer aussi. Et troisième niveau de connaissance, celui des alternatives possibles aux plateformes commerciales. Donc là, vous en avez toute une série. New Linux pour les systèmes opératifs. Mastodon, c'est un peu l'équivalent de Twitter. Diaspora de Facebook. Et Peertube, vous le connaissez puisqu'on on en a parlé avec Canva il y a quelques séminaires. Donc l'idée, c'est de rendre aussi visibles des alternatives possibles qui vont pouvoir éventuellement répondre aux mêmes besoins et dynamiques dont je parlais tout à l'heure, mais qui ne vont pas être mises en place pour générer ensuite des revenus de la part de certaines entreprises. Donc là, on est sur un fonctionnement du web qui va être beaucoup plus décentralisé, au contraire d'un web centralisé. Et alors, plus soutenable aussi d'un point de vue écologique, puisque vous aurez les données qui peut-être parfois ne seront pas disponibles, mais elles ne seront pas non plus dans 10 data centers différents, avec tout ce que la demande de ressources. Et où il n'y va pas y avoir de contrôle et d'induction de certains types de comportements par le design persuadé. Ça pose aussi des problèmes en termes d'influence étrangère dans les discussions. Je les aborde pas dans mon exposé. Si vous voulez, j'y reviendrai dans les questions-réponses. Je conseille juste le livre de Chavaleria, Toxic Data en fait, parce que c'est en français, qui montre comment, d'ailleurs, même des plateformes comme Facebook, comme X, comme d'autres, ne sont pas sans poser ces problèmes-là. Et donc, toutes ces connaissances, l'idée, c'est de pouvoir les réinvestir ensuite dans des actions ou des interactions qui seront éclairées, qui ne seront plus par défaut. Moi, si je veux, je peux aussi continuer de dire je veux rester sur Facebook pour telle ou telle autre raison. Je peux continuer à utiliser Amazon pour acheter des choses, aller sur Google pour trouver des produits ou des services, etc. Là n'est pas la question. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un regard éclairé sur les usages que l'on a et sur les choix. Surtout ça la question, les choix que l'on fait quand on se met ici ou là dans les services en ligne. Donc la définition que je propose dans un chapitre qui est maintenant en évaluation, c'est que les cultures d'usage critique seraient de la connaissance concernant les dynamiques socio-économiques et psychosociales inscrites dans les technologies numériques, concernant la surveillance, les technologies de surveillance et de suivi, et concernant les alternatives à les sites Internet et les instruments mainstream que l'on a. Connaissances qui vont résulter en des actions et choix, enfin actions et interactions, et des choix informés, donc éclairés. Et pour vous donner un exemple, c'est ce qu'on a essayé de faire dans un projet Erasmus+, qui s'appelait PENSA, qui a été mis en place entre 2021 et 2023. D'abord pour la formation des enseignants, pour la mise en place d'échanges virtuels et donc des télécollaborations qui allaient dans deux directions, soit suivaient la pédagogie de l'enquête, telle qu'elle est définie par exemple par Caroline Bladage, soit des approches plutôt créatives
Et là, je suis très mal placé pour en parler parce que c'est pas du tout ma tasse d'été. Mais il y a des personnes dans l'auditoire qui ont participé à ce projet dans cette direction qui pourront en dire plus s'il y a des questions là-dessus. Et pour vous donner un exemple, concrètement, ça donne quoi? Ça peut donner Alors, d'ailleurs, le projet il a produit des ressources éducatives libres que vous avez en ligne sur le site. Donc, si vous tapez PENSA, Aix-Marseille Université, vous tombez dessus. Et là, j'avais pris cet exemple élaboré par deux collègues, Marie-Ange Docao de Tübingen et Elsa Geyer, qui était boursière du DAD à Aix-Marseille Université, qui ont mis en place un télétandem franco-allemand. Donc, télétandem, c'est un rapport plutôt en binôme. Vous avez l'étudiant français qui va apprendre l'allemand, l'étudiant allemand qui va apprendre le français. Ils vont parler plusieurs fois, à chaque fois, la moitié du temps en allemand, l'autre moitié en français. Et ils ont donc élaboré ce scénario, réseau au filet, avec trois phases. Une première phase qui mettait en lumière la transparence que l'on peut avoir. Contrairement aux télécollaborations où d'abord on se présente soi, mais la tâche qui était donnée aux étudiants, c'était de dire, voici le nom de ton partenaire, cherche tout ce que tu peux trouver d'informations sur Internet sur lui. Et ensuite, l'autre va me dire tout ce que l'on peut trouver sur moi, sur Internet, pour que je me rende compte de combien je peux être transparent et jusqu'où je peux être transparent sur Internet. Deuxième phase, plutôt de comparaison et d'enquête, de recherche d'informations sur les législations qu'il peut y avoir en France et en Allemagne concernant les données personnelles. Et troisième phase, c'était une réalisation de groupe. Là, on n'était plus en tandem, on était dans des binômes de tandem, donc des groupes de 4 personnes qui devaient réaliser une vidéo bilingue, français-allemand, pour rendre compte des recherches qu'ils avaient donc réalisées. Donc voilà, là, ça vous donne un exemple concret de comment toute cette histoire de culture d'usage critique peut être réalisée pour les télécollaborations. Pour les ouvertures, donc, l'idée générale que j'ai exposée dans un article qui est apparu en 2022 dans Éducation et francophonie, une revue canadienne, est de passer de forme d'hétéro-régulation à une forme d'auto-régulation. Donc d'arriver à se rendre compte de quels sont les comportements, voire les éléments de cognition qui sont régulés par les technologies, réfléchir si ça me va ou pas, et prendre en main, éventuellement, ces éléments-là. Le troisième parti qui est un peu plus compliqué, c'est d'aller de l'autorégulation individuelle à l'autorégulation des groupes par des processus de délibération et de choix à l'intérieur de ces groupes. Ça, pour le moment, je n'ai pas encore réussi à l'implémenter, où ça débouche vraiment sur quelque chose au niveau du groupe et non pas juste une réflexion individuelle. Pour les ouvertures, donc, l'idée, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes d'action commune, peut-être dans le cadre du service learning, de l'apprentissage par le service en dehors des murs de l'université. Et l'autre élément très important est celui du travail sur les imaginaires pour contrer ce que Mark Fisher appelait le réalisme capitaliste, c'est-à-dire une sorte d'imaginaire qui voit comme seul horizon de l'émancipation l'achat de biens et de services d'un point de vue capitaliste, et de voir comment l'émancipation peut se réaliser à travers d'autres formes d'imaginaire. Et après, 3 petits points, bien sûr, la liste est ouverte. Mon idée était juste de présenter quelques éléments, une perspective critique parmi d'autres, une réalisation, un concept qui peut être intéressant, culture d'usage critique parmi d'autres, et un exemple qui illustre un petit peu tout ça. Voilà, je suis étonnamment même un peu en avance de 2 minutes. Je pensais aller beaucoup plus tard que ça. Merci beaucoup pour votre attention.